Le sous-marin a franchi une ouverture menant au cœur de la Terre et il a affirmé que celle-ci était creuse. Agartha est décrite comme un immense royaume caché dans les profondeurs de la Terre, un monde intérieur où la lumière, la vie et la civilisation auraient suivi un chemin différent de celui de la surface. L'idée traverse de nombreuses traditions ésotériques, qui imaginent la planète comme creuse ou parcourue de galeries naturelles, de cavernes gigantesques et de cités souterraines. Dans ces récits, Agartha n'est pas une simple grotte mais un véritable continent intérieur, protégé du temps, des guerres et du chaos du monde extérieur. L'origine moderne du nom remonte au VIe siècle, lorsque l'occultiste Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre affirma avoir eu connaissance d'une société secrète vivant sous terre et possédant une science spirituelle plus avancée que celle des nations humaines. Selon lui, cette civilisation formerait un empire harmonieux guidé par des maîtres, dont la capitale serait Shambhala, centre d'un savoir ininterrompu depuis l'Antiquité. Cependant, la fascination pour un monde souterrain existe depuis bien plus longtemps. Dans les légendes tibétaines, Shambhala est un royaume caché derrière des montagnes invisibles, accessibles seulement aux initiés. Dans les traditions hindoues, les Nagas, êtres serpentins et sages, habitent des palais d'or enfouis sous la terre. Même certaines mythologies européennes évoquent des peuples réfugiés dans les entrailles de la planète après des catastrophes anciennes. Les descriptions d'Agartha varient, mais beaucoup racontent un univers éclairé par une source de lumière intérieure. Certains parlent de cristaux gigantesques diffusant une clarté douce, d'autres d'une énergie naturelle semblable à un soleil central. Dans ces paysages souterrains, on imagine des forêts luxuriantes, des fleuves tempérés, des lacs transparents et des cités sculptées dans des pierres luminescentes. Les habitants vivraient en paix, avec des connaissances avancées sur la nature, la médecine, l'esprit et la matière. Certains récits les décrivent presque immortels, maîtrisant des technologies ou des pouvoirs perdus par l'humanité de la surface. De nombreuses versions présentent Agartha comme un refuge. Des peuples antiques s'y seraient retirés pour échapper à des cataclysmes, comme la chute d'Atlantide ou de civilisations oubliées. Elle serait protégée par des portes secrètes situées dans les montagnes de l'Himalaya, du Tibet, du désert de Gobi ou des pôles, chaque entrée surveillée pour éviter que le monde de la surface en découvre l'existence. Seuls les voyageurs dignes, guidés par le destin ou la sagesse, pourraient la rejoindre. Pour certains, Agartha n'a rien d'un lieu physique, c'est une métaphore. Le royaume souterrain représenterait la connaissance cachée, le monde intérieur de l'être humain, le voyage vers la vérité et la lumière. Pour d'autres, au contraire, Agartha est un territoire réel, simplement invisible. Ils imaginent un pacte ancien entre les peuples de la surface et ceux du dessous, un équilibre préservant le secret jusqu'au moment où l'humanité serait enfin prête à comprendre. Ainsi, Agartha continue d'inspirer livres, récits d'aventures, films et légendes. Qu'elle soit considérée comme un symbole spirituel, une mémoire perdue ou une mystérieuse réalité enfouie, elle reste un mythe puissant, celui d'un monde intact, comme une promesse cachée sous nos pieds. Richard Evelyn Byrd n'avait jamais été un homme impressionnable. Aviateur militaire, stratège, explorateur polaire, il avait survolé des mers déchaînées, navigué dans les pires tempêtes et cartographié des zones où aucun humain n'avait posé le pied. C'est précisément pour cette raison qu'il fut envoyé en Antarctique. Si quelque chose d'inconnu se trouvait là-bas, Byrd était l'homme qui saurait le voir sans perdre la tête. Au cours de son vol, la glace se déployait à perte de vue. Un blanc uniforme, impitoyable, sans le moindre relief. Puis, soudain, la tempête qui l'encerclait depuis des heures se coupa net. Comme si une porte invisible venait de s'ouvrir. Le ciel devint d'un bleu impossible, et le froid sembla reculer. Byrd crut d'abord à une hallucination due au stress. Mais son copilote la voyait aussi. En dessous d'eux, le désert blanc se fissurait. Une ouverture géante, circulaire, béante, comme la bouche d'un monde dessous le monde. Leur avion n'était plus tiré par la gravité, il semblait porté, guidé, comme soutenu par une force invisible. Lorsqu'ils émergèrent de l'autre côté, tout ce qu'ils savaient de la Terre sembla s'effondrer. Là où aurait dû se trouver de la neige, il y avait une vallée immense, verte, vivante.
de l'herbe haute comme des épaules. Des arbres colossaux, aux troncs lisses, d'une couleur presque irisée. L'air n'était plus glacé, il était tiède, parfumé, comme au printemps. Des rivières claires coulaient entre les collines, et on distinguait des fleurs gigantesques, à pétales translucides, qui semblaient briller comme du verre coloré. Et surtout, il y avait des animaux. À la lisière d'une forêt, d'énormes créatures laineuses paissaient. Leurs silhouettes rappelaient les mammouths, mais leurs yeux étaient étrangement doux, presque conscients. Plus loin, des oiseaux de la taille d'un avion de chasse glissaient entre les nuages sans un seul battement d'ailes, planant sur des courants invisibles. Beard écrivit plus tard que leur plumage changeait de couleur selon la lumière, comme si leurs ailes étaient faites de métal vivant. Puis il vit la ville. Elle ne ressemblait à rien de ce que l'humanité avait construit. Pas d'angle, pas de briques, pas de métal. Des structures immenses, blanches, lisses, comme sculptées dans un seul bloc. Certaines étaient rondes, d'autres en forme de spirale, comme si l'architecture imitait les lois de la nature plutôt que de la forcer. Les bâtiments semblaient respirer doucement, comme si la matière était vivante. Et c'est là qu'ils apparurent. Des êtres grands, élancés, la peau pâle comme la lune, les yeux immenses et lumineux. Pas menaçants. Pas surpris non plus. Comme s'ils attendaient. Ils n'avaient pas d'armes, pas de combinaison, pas de signes militaires. Juste une sérénité désarmante. Lorsqu'ils s'approchèrent, aucune parole ne fut prononcée, mais Beard sentit une voix dans son esprit, nette, claire, douce. Une langue sans mots. Ils l'emmenèrent dans une salle circulaire dont le plafond semblait être un ciel artificiel, parsemé d'étoiles mouvantes. Au centre, une sphère flottait, projetant des images, la Terre, il y a des milliers d'années. Des continents différents, des océans déplacés, des civilisations inconnues. Ils lui montrèrent que leur peuple descendait d'une culture ancienne, plus vieille que les pyramides et que Sumer, qui avait choisi de se réfugier sous la surface lorsque la dernière grande catastrophe avait ravagé le monde. Ils lui montrèrent des machines de transport silencieuses, glissant comme des ombres, capables de se déplacer dans l'air, l'eau et la pierre sans résistance. Ils lui présentèrent des jardins luminescents, où les plantes semblaient chanter. Des cristaux utilisés comme source d'énergie, pulsant comme des cœurs. Et lorsque vint le moment de partir, ils inscrivirent dans son esprit une mise en garde, la surface se dirigeait vers une destruction irréversible. Les guerres, les armes, l'orgueil humain, tout cela menait à un effondrement proche. Ils n'interviendraient pas. Pas encore. Mais ils observaient. De retour à la base, Beard fut intercepté. Ses notes confisquées. Ses journaux scellés. On lui ordonna le silence. Il fut officiellement annoncé qu'il n'avait vu que de la glace et des montagnes. Pourtant, dans les pages secrètes de son journal, il écrivit : « Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Mais certains préfèrent que l'humanité l'ignore encore un peu. Depuis ce jour, le continent demeure verrouillé derrière un traité mondial. Et ceux qui connaissent l'histoire se demandent, si la glace fond, que se passera-t-il lorsque ce monde caché n'aura plus de raison de rester invisible ? Agartha et le paradis. Dans la Bible, il y a 3 portes qui mènent à l'enfer. Ils ont inversé les rôles. L'inversion signifie l'opposé ou le fait d'intervertir. Ils ont fait passer le paradis pour l'enfer afin de t'effrayer et de t'empêcher même d'y penser. Cherche les 3 portes sur Google. Une dans l'océan, une dans le désert et une à Jérusalem. Océan, le triangle des Bermudes. Cela explique pourquoi cet endroit est bloqué et pourquoi tant de choses disparaissent. Désert, la zone 51. Ils disent que des extraterrestres s'y trouvent. Les extraterrestres sont en réalité des anges qui veulent aider les humains. Jérusalem, en Afrique, la terre de naissance de l'Amérique. Le mont des Oliviers est l'endroit où le Messie, Jésus, doit revenir par la porte dorée. Et ironiquement, elle est elle aussi bloquée. Ce sont des passages vers Agartha. Tout cela a un sens dans la Bible. La terre a la forme d'un œil. Cela explique l'œil qui voit tout de l'Illuminati. Un œil, plat,
avec un dôme et de l'eau autour. Regarde l'anatomie d'un œil. L'œil qui voit tout. Ils veulent cacher ton histoire parce que la vérité est que tu es connecté et que tu viens de Dieu. Tu es Dieu ici. Tu as ses pouvoirs et ses capacités, mais on te dit de ne jamais penser à toi de cette façon. On appelle cela du blasphème. Pourtant c'est la vérité. Pour te maintenir à terre, ils empoisonnent ta nourriture, ton eau et te donnent des téléphones avec des vidéos censurées pour que tu ne puisses jamais découvrir ta vraie nature. C'est ce que les derniers jours de la Bible annoncent. L'homme se réveille et retrouve la vérité sur ce qu'il est. Jésus est en toi. Si tu ignores que tu as des pouvoirs, tu ne les utiliseras jamais. Tu as oublié ton but qui était d'atteindre Agartha. À la place, tu crois que ton but est l'argent ou une femme. Tout cela est un jeu pour te garder coincé. Tu travailles, tu regardes des choses sur ton téléphone du matin au soir, c'est une perte de temps. Il gaspille ton temps exprès. Le jeu consiste à te garder ici et ton rôle est de t'échapper. Tu as oublié ton rôle. C'est comme Jumanji. Nous sommes coincés dans un jeu et les faux joueurs, les Illuminati, les anges déchus, nous ont asservis et ont réussi à nous convaincre que nous sommes libres. Pendant tout ce temps, notre objectif était de rejoindre Agartha. La Bible est la carte. Elle est codée. Quand tu la lis, elle paraît simple mais plus ta compréhension grandit, plus elle devient complexe. Si tu ne pars pas, tu continueras à te réincarner encore et encore. Ils ont inventé l'idée de l'enfer pour te maintenir en ligne et te faire obéir. Ils t'ont donné des téléphones et des magasins pour te donner l'illusion de la liberté afin que tu ne demandes jamais quel est ton véritable but. Partir. Souviens-toi du film Get Out. C'est toi. Réveille-toi et comprends que tu dors. Les autres autour de toi dorment aussi profondément et ils se battent pour y rester. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent rester pour l'argent et les femmes. Tout cela est faux. C'est un piège. Le diable trompe l'homme et lui fait croire des mensonges. La nature est vraie. Le reste est fabriqué. Les animaux étaient censés t'aider à trouver Agartha mais ils ont été enchaînés et placés dans des eaux. Les animaux ont peur de nous, ils se sentent trahis. Ils nous parlaient autrefois. Comment crois-tu que Noé a fait monter les animaux dans l'arche? Ils te comprennent. Ils reconnaissent Dieu en toi. Trouve Agartha. Continue de chercher la vérité dans la Bible et pars. Beaucoup restent bloqués dans un christianisme soumis. Ils lisent la Bible encore et encore sans comprendre l'allégorie ou les sens cachés. Ils tournent en rond et prétendent ressentir Dieu. Dieu est en toi et il te parle. La Bible dit d'écouter, de te calmer et de mettre toutes les distractions de côté pour entendre la voix intérieure. La Bible est un code, une carte pour mener à Agartha. Plus tu lis et médites, plus Dieu te révélera la vérité et le lieu réel. Arrête d'être trop occupé. Pose ton téléphone, arrête de travailler autant et éloigne-toi des jeux vidéo. Écoute ton être intérieur avant qu'il ne soit trop tard. Être libre signifie être libéré de tout et de tout le monde. Jésus l'a fait. Il s'est séparé de tout. Pour être libre, il faut tout perdre et Dieu te protégera et te conduira vers Agartha. C'est pour cela que Jésus dit de le suivre parce qu'il connaît le chemin. Mais personne ne suit. Nous continuons de lire la carte sans bouger. Tu aimes ta famille et tes amis, mais si tu t'accroches à eux, au téléphone, à la nourriture, au jeu, alors tu resteras coincé dans une boucle éternelle. Rien de tout cela n'a de vraie importance. C'est un jeu créé pour t'empêcher de connaître la vérité. J'ai lu un livre où l'auteur affirme avoir été contacté par un homme nommé Timothy Brook, originaire de Seattle. Il prétend avoir disparu lors d'un naufrage au milieu du XIXe siècle, mais au lieu de mourir en mer comme on l'aurait pensé, il se serait réveillé dans un endroit appelé Agartha. Selon d'anciens récits, Agartha serait un immense réseau souterrain de cités reliées entre elles, appartenant à une sorte de fédération galactique. On dit que deux de ces cités seraient Telos et les Shambhala. Dans ce livre, c'est surtout Telos qui occupe une place centrale, comme si elle jouait un rôle important pour l'humanité.
L'auteur n'a pas présenté cette histoire comme une œuvre de fiction. Elle affirme qu'il s'agit de faits réels. Timothy aurait accepté de revenir à la surface avec un message destiné à tous les humains, pour leur annoncer l'existence d'Agartha, de ses habitants, et pour guider notre civilisation vers une nouvelle étape de son évolution. Si on prend son témoignage au sérieux, cela pourrait ressembler à ce que la tradition chrétienne appelle le jour du jugement. Les âmes seraient évaluées et conduites vers une destinée spirituelle différente. Je ne crois pas totalement au concept d'Agartha ni au jugement dernier, mais ces derniers mois, trop d'événements m'ont forcé à remettre en question ce que je pensais inébranlable. Et puis, les histoires concernant la Terre creuse existent depuis des siècles. Si une civilisation très avancée avait survécu à une catastrophe planétaire comme un déluge ou un impact de météorites, il est logique d'imaginer que les survivants auraient choisi de vivre sous terre, loin des menaces du monde extérieur. À leur place, j'aurais peut-être fait la même chose. Même si une grande partie de ces théories est probablement fausse, elle reste fascinante à étudier. Les événements racontés dans le livre se seraient produits au cours des 100 dernières années. Je me suis donc dit que si Timothy racontait la vérité, il devait exister des traces quelque part dans des journaux, des archives ou même sur Internet. J'ai commencé à chercher et voici ce que j'ai trouvé. En rassemblant les informations du livre, on apprend que Timothy venait de Seattle. Ses parents se seraient rencontrés au milieu du XXe siècle. Il aurait disparu avec 5 autres personnes sur un bateau chargé de bois qui se serait écrasé contre des rochers près de la côte. Plus loin dans l'histoire, d'autres détails apparaissent concernant ce voyage qui s'est terminé tragiquement. Après avoir fouillé dans différentes archives et payé un abonnement au New York Times, je suis tombé sur un article daté du 17 novembre 1948 intitulé « 7 personnes perdues en mer lors d'une tempête ». L'article disait qu'une tempête dans le Pacifique Nord avait provoqué la disparition de 7 personnes et coulé 3 remorqueurs. Il indiquait aussi que l'un des remorqueurs s'était écrasé contre les rochers près de Port San Juan, à l'ouest de l'île de Vancouver, et que 3 hommes étaient morts. 5 autres membres de l'équipage avaient réussi à rejoindre le rivage dans un canot de sauvetage. En comparant les faits, plusieurs éléments concordent. Timothy disait avoir quitté Seattle début novembre. Le trajet jusqu'à Vancouver peut se faire en une journée, et pour un vieux remorqueur, il aurait fallu au maximum 2 jours. La date correspond presque exactement à celle de l'article. Il parlait d'un naufrage contre une falaise, et l'article évoque un remorqueur brisé contre des rochers. Le lieu, l'époque et même le type de navire correspondent à ce qu'il racontait. Il disait qu'il avait 19 ans et que ses parents s'étaient rencontrés vers le milieu du XXe siècle. Si le naufrage date de 1948, ses parents auraient dû se connaître avant 1929. Ce n'est pas parfaitement exact, mais cela reste suffisamment proche pour ne pas rejeter la possibilité. Cependant, il existe des incohérences. Timothy affirmait que tout l'équipage était mort et qu'il était le seul survivant, sauvé par les habitants d'Agartha. L'article du New York Times dit que 3 hommes sont morts et 5 ont survécu. Peut-être qu'on lui a fait croire que tout le monde était mort. Peut-être qu'il n'a jamais su qu'un groupe avait atteint le rivage. L'autre problème est le nombre de personnes. Timothy parle de lui et de 5 compagnons, ce qui ferait 6 personnes. L'article, lui, mentionne 8 hommes. Cette différence est difficile à justifier sans document concret. Il faudrait un registre de bord, un témoignage ou un rapport de la garde côtière pour avoir une réponse solide. Il est possible que l'histoire soit partiellement vraie, mêlée à des informations déformées avec le temps. La partie suivante du livre raconte le retour de Timothy à Seattle. Après 3 années passées dans les cités d'Agartha, il aurait été autorisé à remonter à la surface. Il découvre que sa famille le croyait mort et que le monde a continué sans lui. Il décrit son quartier, proche de l'aéroport de Seattle, avec une précision étonnante. L'auteur du livre, Mariana Stjerna, est née en Suède en 1921. On trouve très peu d'informations sur elle, malgré sa longue carrière d'écrivain. Certains de ses livres mettent des années à être traduits en anglais. Si elle n'a jamais visité Seattle et si elle n'avait pas accès à des vues détaillées du quartier dans les années 2010, alors comment a-t-elle pu décrire tout cela avec autant d'exactitude ? Peut-être qu'elle a étudié la région sur Internet. Peut-être qu'elle y est allée dans sa jeunesse.
Ce détail n'est pas une preuve, mais il est intriguant. Timothy raconte aussi avoir revu sa voisine Tilly, qui possédait une poissonnerie avec son mari Harry. En lisant cela, je me suis dit qu'il serait impossible de vérifier ce genre de détails. Pourtant, en faisant une recherche rapide, j'ai découvert l'existence d'un marché de poissons très ancien à Seattle nommé Purefoot Fish Market. On y parle d'un homme nommé Harry, employé de longue date, et de sa femme Tilly, mariée depuis plus d'un demi-siècle. Leur famille possède ce commerce depuis 4 générations. Le marché existe encore aujourd'hui. Ils ont même une page Facebook. Je ne veux pas que des curieux les contactent, ils ne méritent pas qu'on leur cause des problèmes, mais ce détail pourrait être une pièce très importante. Si Tilly est bien la même personne et qu'elle se souvient d'un jeune homme disparu pendant 3 ans, cela changerait beaucoup de choses. Il reste des informations que je n'ai pas réussi à trouver. Timothy disait qu'il avait une sœur morte en couche et que son beau-frère avait déménagé à Vancouver. Il mentionnait aussi qu'un journal de Seattle avait publié un article sur son retour. Si quelqu'un possède un abonnement au Seattle Times, peut-être qu'il pourrait fouiller les archives. Pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé est réuni dans un document en ligne que j'ai commencé il y a 3 semaines. Mon travail prend tout mon temps et je ne sais pas quand je pourrai continuer mes recherches, même si j'aimerais beaucoup aller plus loin. Il y a 6 mois, j'aurais ri si quelqu'un m'avait parlé de la Terre creuse. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu, mais je ne rigole plus. Ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Certaines parlent de tunnels, d'entrées secrètes, de peuples avancés vivant sous la surface. Peut-être que tout cela est faux. Peut-être que certaines parties sont vraies. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette théorie existe depuis très longtemps et qu'elle paraît étrange de disparaître entièrement sans raison. Je continuerai mes recherches quand j'en aurai la possibilité. Peut-être que quelqu'un, quelque part, tombera sur la preuve qui manque. Pour l'instant, il ne reste que des questions et un ensemble de coïncidences trop étranges pour être ignorées. Le mont Epomeo, en Italie, un peu en dessous des 1000 mètres d'altitude, est un lieu chargé de mystères. Les forêts y sont petites mais incroyablement denses, si sombres que le soleil disparaît complètement à certaines heures du jour. Depuis des décennies, les habitants racontent des phénomènes étranges. Ensuite, en 1954, une base militaire fut construite près du sommet. Ce fut presque instantané, comme si tout avait été préparé en secret. Depuis cette date, les rumeurs ne cessent pas. Certains prétendent que la base s'étend à des kilomètres à l'intérieur de la montagne. D'autres disent avoir vu des conduits de métal sortir du sol, ou des lumières qui volaient sans bruit au-dessus des bois. Il y a même des récits d'objets inconnus posés sur des clairières puis disparus en quelques secondes. Comme beaucoup de personnes ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet, il est utile de partager quelques témoignages parmi les plus troublants. Les informations proviennent principalement du livre I Misteri di Ischia, de Massimo Coppa, malheureusement jamais traduit en dehors de l'italien. Les témoignages suivants sont considérés comme des faits rapportés, sans interprétation mystique. Un premier récit parle d'une présence nazie. Plusieurs anciens affirment avoir vu une expédition allemande sur l'île, à l'époque où l'Italie, le Japon et l'Allemagne formaient les puissances de l'Axe. Selon eux, un groupe de scientifiques allemands était persuadé que l'entrée d'Agartha ne pouvait être atteinte que par des tunnels souterrains près de la plage d'Olmitello. Ils auraient creusé, fouillé, installé des instruments et envoyé des hommes dans les galeries. Le plus étrange est qu'aucun témoin ne se souvient les avoir vus partir. On raconte que des chaloupes étaient arrivées mais qu'aucune n'est repartie. Des rumeurs circulent encore dans les villages, certains affirmant avoir entendu des voix en allemand longtemps après la fin de la guerre. Un autre témoignage célèbre est lié à une observation d'OVNI en 1971. D'après le docteur Pinotti, président du CUN, le numéro de juillet 1971 du journal des mystères relata l'histoire de Massimo Petti, Stefano Petti et Raphaël Silvestre. Les 3 amis avaient décidé de passer la journée à marcher dans les bois du mont Epomeo. À un moment, ils tombèrent sur une petite cabane de pierre, dissimulée par la végétation. Elle semblait abandonnée, sans porte solide, juste une ouverture sombre. Par curiosité, Massimo entra le premier.
Ses amis restèrent dehors pour l'attendre. Les minutes passèrent et Massimo ne ressortait pas inquiet. Raphaël et Stefano pénétrèrent également dans la cabane tout en appelant leur ami. Massimo réapparut soudain, le regard vide, comme si son esprit était ailleurs. Il demanda de l'eau, puis partit en courant vers le sommet de la montagne tout en criant sommet. Ses deux amis, paniqués, se mirent à le suivre. Une fois arrivé en haut, Massimo pointa du doigt quelque chose dans la forêt. Ses compagnons ne virent que des chouettes dans l'obscurité. À ce moment, Massimo sembla revenir à lui et demanda ce qu'il faisait là. Il expliqua que dans la cabane, il avait vu, à travers une petite fenêtre, un objet circulaire lumineux flotter derrière la construction, presque caché par les arbres. Il se souvenait s'être évanoui pendant quelques secondes seulement. Pourtant, la montre de Massimo affichait 21 heures, soit 2 heures d'avance par rapport aux autres. Les trois hommes quittèrent la cabane sans rien toucher, trop effrayés pour continuer leurs recherches. 2 jours plus tard, ils revinrent pour vérifier si la cabane existait réellement ou si tout cela n'avait été qu'un rêve collectif. Ils trouvèrent la même structure, froide et silencieuse, mais cette fois une feuille posée au sol attira leur attention. Elle était couverte de lettres grecques mélangées à des symboles inconnus, comme si quelqu'un tentait d'écrire un message impossible à déchiffrer. Les trois amis ramenèrent la feuille au village, mais personne ne put la traduire. Depuis cet événement, les habitants affirment que la cabane change de place, comme si elle se déplaçait à l'intérieur de la forêt. Certains disent l'avoir vue contre un ravin, d'autres près d'un sentier, mais personne n'a jamais pu prouver son existence de manière stable. Les autorités locales refusent de commenter, et la base militaire au sommet reste silencieuse. Les rumeurs continuent pourtant, comme si la montagne cachait encore quelque chose que personne ne peut expliquer. La terre creuse a reçu de nombreux noms au fil des millénaires. Les Vikings l'appelaient Valhalla, parfois Asgard ou même Libéria, le lieu où vivaient les dieux après avoir quitté le monde des hommes. En Inde et au Tibet, les sages parlaient de Shambhala ou de Shangri-La, un royaume invisible réservé aux êtres éveillés. Les Grecs, fascinés par les terres sacrées du Nord, le nommaient Hyperborée. Même Hitler aurait rebaptisé cette région Neuschwabenland. Dans la Bible, certains y voient l'écho mystérieux du Jardin d'Éden. Chaque peuple l'a désigné différemment, mais l'idée demeure la même. Un refuge caché au cœur de la planète, vivant, lumineux et protégé. On raconte que les Pléiadiens et les Lémuriens s'y seraient retirés après la grande guerre qui éclata entre l'Atlantide et la Lémurie. Pendant que la surface sombrait dans le chaos, eux auraient ouvert des portes secrètes et se seraient retirés dans les profondeurs, là où la technologie et la conscience étaient bien au-delà de ce que les humains de la surface pouvaient imaginer. Aujourd'hui, ce royaume est appelé Agartha. Certains disent qu'il ne s'agit pas d'un seul lieu mais d'un vaste réseau de cités reliées par des tunnels gigantesques. Les récits parlent de plus de 100 cités de cristal, alimentées par une énergie propre et silencieuse, éclairées par des dômes artificiels qui reproduisent la lumière du soleil. Les murs brilleraient comme du quartz vivant et l'air y serait pur, chargé d'une vibration paisible qui guérit le corps et l'esprit. Dans ces cités, les habitants auraient conservé l'ancienne sagesse. Ils voyageraient en utilisant la conscience, la science et la technologie d'une manière que nous n'avons pas encore redécouverte. On dit qu'ils observent la surface, attendant le moment où l'humanité sera prête à comprendre que la Terre n'est pas seulement un rocher flottant dans l'espace. Elle serait un être vivant, avec un cœur intérieur où règne une civilisation qui n'a jamais cessé d'exister. Pour certains, l'Antarctique n'est pas seulement un désert de glace, mais une zone scellée. Ce qui intrigue, ce n'est pas seulement le climat ou la distance, mais cette coopération mondiale inhabituelle qui entoure le continent. Les nations qui ne s'accordent sur rien d'habitude, signent ici un pacte qui interdit presque toute présence humaine. Pas d'exploration libre, pas de colonies, pas de fouilles massives. Officiellement pour des raisons environnementales, mais officieusement, l'idée d'une dissimulation se glisse dans l'ombre. On peut imaginer que la glace fonctionne comme une couverture. Quelle qu'en soit l'épaisseur, elle n'est pas éternelle. À mesure que la planète se réchauffe, ce qui était emprisonné commence à se révéler. Et si des structures apparaissaient,
non naturelles, trop géométriques, trop anciennes, trop avancées. Des galeries, des bases, ou des artefacts d'un autre temps. Peut-être que certains savent déjà ce qu'il y a dessous et que le secret est trop grand pour être laissé au hasard des explorateurs anonymes ou des curieux. Il est étrange de voir que presque tout ce qui touche à l'Antarctique est filtré. Les images satellites sont rares, les zones accessibles sont minuscules, et l'on ne se promène pas là-bas comme on se promène en Asie ou en Afrique. Quand on veut quelque chose, les puissances se disputent, menacent, négocient. Quand elles veulent cacher quelque chose, elles signent tout en silence, sans poser de questions. C'est le genre de consensus qui ne se produit que lorsqu'il y a un enjeu plus important que le public ne doit connaître. Et au milieu de tout ça, l'idée que les regards sont toujours dirigés ailleurs. Les grandes agences, les institutions, les programmes spatiaux montrent le ciel, les étoiles, les galaxies, comme si le futur était forcément au-dessus de nos têtes. Pendant que tout le monde regarde vers le haut, personne ne se demande ce qu'il y a sous nos pieds, ou sous des kilomètres de glace. Peut-être que ce qui est le plus intéressant n'est pas dans l'espace, mais dans un territoire déjà connu, que l'on fait simplement semblant d'ignorer. Le concept d'Agartha n'est pas nouveau. Des philosophes anciens comme Platon parlaient de tunnels larges et étroits sous la terre. Pline l'Ancien, auteur romain, écrivait que certains survivants auraient trouvé refuge sous terre après la destruction de l'Atlantide. Ces récits ont nourri la croyance qu'Agartha est un lieu réel, caché depuis des siècles. Selon certaines traditions, les Atlantes, après avoir perdu leur continent, auraient fui vers l'Asie et creusé sous l'Himalaya pour créer Agartha. On dit qu'ils attendent patiemment le moment où ils pourront ressortir et partager leur sagesse avec le monde. Les habitants d'Agartha sont souvent décrits comme spirituellement évolués. Ils posséderaient des connaissances et des technologies bien plus avancées que ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Ce seraient des êtres pacifiques et bienveillants, qui n'interviennent dans les affaires humaines que pour guider ou aider. À l'intérieur d'Agartha, il existe des récits de grandes cités, chacune dirigée par un guide spirituel. Shambhala, lieu légendaire souvent associé au bouddhisme tibétain, est fréquemment relié à Agartha. Certains pensent que Shambhala serait la capitale de ce monde caché, où vivent des êtres éclairés. L'idée d'un monde secret sous la surface terrestre n'est pas propre à Agartha. De nombreuses cultures possèdent des mythes similaires, comme l'Hadès des Grecs ou Svartalfheim dans la mythologie nordique. Certains établissent aussi un lien entre Agartha et la théorie de la Terre creuse. Expédition et recherche. La légende d'Agartha, la civilisation secrète qui existerait dans les profondeurs de la Terre, a inspiré un grand nombre d'expéditions et de recherches. Bien que souvent considérée comme purement mythique, l'idée d'un monde souterrain riche en savoir et en technologie a fasciné explorateurs, mystiques et chercheurs pendant des siècles. La quête d'Agartha puise ses racines dans différentes traditions anciennes, surtout dans les philosophies d'Orient. Des moines tibétains et des sages indiens parlent depuis longtemps de royaumes cachés sous la terre, et plusieurs explorateurs ont recherché leurs conseils pour tenter de trouver Agartha. Au début du XXe siècle, le peintre et philosophe russe Nicolas Roerich a mené des expéditions dans l'Himalaya. Il affirmait avoir rencontré des êtres mystérieux liés à Agartha et a beaucoup écrit à ce sujet. L'un des épisodes les plus controversés de la recherche d'Agartha concerne le régime nazi. On dit que certains dirigeants nazis étaient fascinés par l'occultisme et les anciennes légendes, dont celle d'Agartha. Certains historiens suggèrent que des expéditions auraient été financées par les nazis vers le Tibet et d'autres régions isolées pour trouver l'entrée du monde caché. Plus récemment, différentes personnes ou groupes prétendent avoir découvert des preuves d'Agartha ou ont lancé des expéditions pour la trouver. Ces recherches modernes mélangent souvent quête spirituelle et exploration scientifique. Certains penseurs et auteurs du mouvement New Age auraient réalisé leurs propres recherches, grâce à la méditation ou au channeling, pour entrer en contact avec les habitants d'Agartha. Ils décrivent des voyages spirituels plutôt que physiques, affirmant avoir reçu des enseignements et des messages de cette civilisation. De nombreux endroits dans le monde ont été proposés comme possible entrée d'Agartha. Parmi eux, des chaînes de montagnes reculées, des cavernes profondes et des vallées difficiles d'accès. Certains pensent qu'il existerait des vortex énergétiques ou des portails menant à ce monde caché.
Les expéditions et les recherches autour d'Agartha traduisent un profond désir humain de découvrir des vérités cachées et d'explorer l'inconnu. Qu'on la considère comme un lieu réel ou comme une métaphore de l'exploration intérieure, la légende d'Agartha continue de susciter fascination, débat et aventure. Son mystère traverse les époques et les cultures et réunit ceux qui cherchent à dépasser les limites de la compréhension et à s'ouvrir à l'inattendu. Je pense que les ovnis, les fées, les géants et une grande partie de l'histoire ou des cultures du monde sont liés à une civilisation inconnue, bien plus avancée que la nôtre. Nous serions comme une tribu lançant des flèches contre des avions, incapables de comprendre ce qu'elle voit. Je crois que l'impact céleste qui a marqué le Dryas récent a forcé cette civilisation à se réfugier sous terre. Beaucoup de peuples de la région que l'on appelle aujourd'hui le berceau de la civilisation racontent avoir reçu les mathématiques, la technologie et la philosophie de voyageurs venus d'ailleurs, qui décrivaient la fin de leur monde. Si ces récits sont vrais, alors l'humanité n'aurait pas inventé seule ses premières sciences. Elle aurait hérité des connaissances de survivants cachant un passé oublié. Imagine un peuple capable de maîtriser l'énergie, la médecine et l'astronomie, observant la chute d'une comète approchée de la Terre. Alors que la surface était détruite par le feu, la glace et les inondations, ces survivants auraient creusé des cités souterraines ou se seraient réfugiés dans des installations déjà prêtes. Quand le monde se calma, ils seraient sortis par endroits, rencontrant des humains encore primitifs qui tentaient de reconstruire. Les mythes du monde entier racontent des histoires similaires, même dans des cultures très éloignées. Des êtres sages arrivant de la mer ou des montagnes. Des dieux qui enseignent l'agriculture, la géométrie, la métallurgie. Des bâtisseurs qui savent orienter des monuments selon les étoiles, alors même que certains peuples ne maîtrisaient pas encore l'écriture. Cela donne l'impression d'un souvenir diffus, transmis à travers les siècles sous forme de légende. Certains de ces visiteurs auraient été considérés comme des dieux, parce que les humains ne comprenaient pas leur technologie. Des objets volants auraient été décrits comme des chars de feu. Des armes inconnues auraient été transformées en lance-foudre dans les récits. Des bâtiments complexes seraient devenus des temples sacrés. Avec le temps, la mémoire se serait transformée en mythe. Si cette théorie est exacte, alors les phénomènes modernes comme les ovnis ne seraient pas des extraterrestres venus d'une autre planète, mais les descendants de cette ancienne civilisation, toujours cachés sous terre, ou vivant dans des zones inaccessibles. Nous pourrions ne voir qu'un fragment de ce qu'ils sont réellement. Et pendant que nous observons le ciel, eux nous observent peut-être depuis des lieux que personne ne connaît. Peut-être qu'un jour, quand nous aurons atteint un niveau de conscience ou de technologie suffisant, cette civilisation sortira de l'ombre. Peut-être qu'elle attend que nous arrêtions de nous détruire. Ou peut-être qu'elle intervient déjà discrètement, en inspirant des découvertes, en guidant certains scientifiques, en empêchant certaines catastrophes. Si nous sommes réellement des humains tirant des flèches sur des avions, alors rien ne dit que cela restera éternellement ainsi. Un jour, nous pourrions enfin comprendre ce que nous avons sous les yeux depuis des millénaires. J'ai 60 ans et je n'avais jamais entendu parler de la Terre intérieure avant tout récemment. Mon premier contact fut un simple podcast. Au début, j'étais intrigué sans être totalement convaincu. Cela ressemblait à l'une de ces théories mystérieuses qui amusent quelques passionnés et qui n'ont pas grande influence sur la vie réelle. Puis, quelques jours plus tard, je suis tombé sur une série documentaire, narrée par Morgan Freeman, qui expliquait les origines de la vie, les extinctions massives et toutes les fois où la Terre a dû recommencer presque à zéro. À ce moment-là, quelque chose a commencé à se mettre en place dans mon esprit. Si la surface a été détruite encore et encore par des cataclysmes, rien n'oblige à croire que tout ce qui vit se limitait à la surface. J'ai imaginé que la planète pouvait être creuse et qu'une partie de la vie avait évolué à l'intérieur, protégée des météorites, des glaciations, des radiations et des catastrophes qui ont frappé l'extérieur. Peu à peu, cette idée est devenue logique pour moi. Si une civilisation intérieure n'avait jamais été anéantie, elle aurait eu des millions d'années d'avance sur nous. Elle aurait pu développer une science plus propre, une médecine sans maladie, une mémoire de l'histoire complète de la planète. Plus j'y réfléchissais, plus j'avais l'impression que tout cela formait un puzzle dont les pièces se rejoignaient.
J'ai repensé aux mythes, aux récits anciens, aux villes de lumière dont parlent certaines traditions spirituelles. Peut-être que ces histoires n'étaient pas seulement symboliques. Peut-être qu'elles étaient des souvenirs déformés d'un contact oublié entre deux mondes. Aujourd'hui, je me considère comme un véritable croyant. Je ne force personne à m'imiter, chacun fait son chemin. Mais au fond de moi, j'espère de tout cœur que la vérité éclatera avant que ma vie arrive à son terme. Ce serait un cadeau incroyable que de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ou sous cette planète, que l'humanité de la surface n'est qu'un chapitre d'un livre beaucoup plus vaste. L'idée me donne de l'espoir et me fait sentir que le monde est plus mystérieux que ce que l'on nous raconte. Les théoriciens des anciens astronautes pensent que la région de l'Himalaya, au sud-ouest du Tibet, pourrait abriter une entrée secrète menant à une cité souterraine appelée Shambhala. Le peintre et explorateur russe Nicholas Roerich, exilé de son pays, aurait affirmé qu'un vieil croyant lui avait montré l'accès à cette terre mythique lors de son expédition dans les années 1920. Selon ces récits, l'entrée se trouvait quelque part au milieu des sommets glacés, cachée dans une vallée où seuls quelques initiés osaient s'aventurer. Roerich raconte que son guide parlait d'une cité où le temps s'écoulait différemment, un lieu protégé par les montagnes et invisible aux yeux des profanes. Cette histoire aurait nourri la légende selon laquelle Shambhala ne serait pas qu'un mythe spirituel, mais une véritable civilisation dissimulée sous la roche, en attente d'un moment précis pour se révéler à l'humanité. J'aime lire des ouvrages historiques qui parlent de choses étranges, comme des mondes fantastiques, des créatures étonnantes, d'autres races humaines et des aventures mystérieuses, un peu comme les célèbres 1001 nuits. Pourtant, peu de gens savent que d'autres livres de la littérature arabe contiennent ce genre de récits. Je me souviens avoir lu plusieurs témoignages de personnes qui seraient entrées dans la terre creuse, dans un ouvrage appelé « Al-Bidia wa An-Niya », que l'on peut traduire grossièrement par « le commencement et la fin ». Le livre a été écrit il y a environ 7 siècles. Je vais essayer de raconter, de mémoire, quelques-unes de ces histoires que j'ai lues il y a très longtemps. La première se déroule en Asie mineure, quelque part en Asie centrale. Un berger cherchait à s'abriter d'un violent orage dans les montagnes, et il trouva refuge dans une grotte. Alors qu'il attendait que la pluie cesse, il remarqua une faible lueur venant du fond de la caverne. Par curiosité, il s'enfonça plus profondément. Le passage continuait, étroit mais praticable, puis soudain il déboucha sur une ouverture. Quand il sortit de l'autre côté, il ne reconnut pas le paysage. Une nouvelle terre s'étendait devant lui, avec des arbres gigantesques, des plantes énormes et des animaux immensément grands. Émerveillé, il continua à avancer. Mais soudain, le sol trembla sous lui, comme si quelque chose approchait. De gigantesques cavaliers, montés sur des chevaux colossaux, surgirent devant lui. Ils étaient humains, mais bien plus grands que n'importe quel homme de la surface. Ils lui dirent qu'aucun être de la surface ne devait pénétrer sur leur terre. Malgré leur taille, ils ne lui firent pas de mal. Ils le ramenèrent au passage par lequel il était arrivé, et le guidèrent jusqu'à la grotte. Il n'oublia jamais la vision de ce monde secret caché sous ses pieds. La deuxième histoire se serait déroulée dans la péninsule arabique. Un homme d'une tribu avait besoin d'aller chercher de l'eau dans un puits éloigné de son village. C'était la nuit et personne ne l'accompagnait. Arrivé au puits, il perdit l'équilibre et tomba dedans. Il appela à l'aide, mais au cœur du désert, personne ne pouvait l'entendre. En touchant la paroi intérieure, il remarqua une petite ouverture, comme l'entrée d'une cavité. Sans autre choix, il s'y glissa. Le passage devint plus large à mesure qu'il avançait, et un peu plus loin il aperçut une lumière. Il suivit le tunnel jusqu'à une sortie. En franchissant l'ouverture, il découvrit une terre lumineuse, et une clarté semblable à celle du soleil brillait au-dessus de lui, sans qu'il puisse en trouver la source. Autour de lui, s'étendaient des arbres immenses, des fruits de la taille de jarres, et des rivières claires. En avançant encore, il vit des femmes gigantesques qui lavaient du linge au bord d'une rivière. Elles étaient plus grandes que n'importe quel humain qu'il avait vu sur la surface. Plus loin, il aperçut une ville colossale. En s'approchant des portes, des gardes le saisirent. Plutôt que de le punir,
Ils le conduisirent devant leur roi. Le roi l'accueillit avec respect et discuta longuement avec lui. Il lui montra les merveilles de sa cité pendant toute une journée. À la fin, il lui dit qu'il devait retourner dans son monde. L'homme répondit que, s'il racontait ce qu'il avait vu, personne ne le croirait. Alors le roi lui donna une preuve. Il prit une énorme feuille d'un des arbres géants pour qu'il puisse la ramener. Le voyageur retourna au tunnel, franchit l'ouverture, et retomba dans le puits. Il faisait grand jour quand on le retrouva. Toute la tribu s'était rassemblée autour du puits pour abreuver le bétail et ils l'entendirent crier. Une fois remonté à la surface, il raconta son histoire. Personne ne le crut au début, mais lorsqu'il sortit la gigantesque feuille, les gens furent stupéfaits. La légende dit qu'elle était si large qu'elle pouvait servir d'ombre à toute une famille. À la fin du XIe siècle et au début du XX, l'idée du vril commença à circuler dans différents cercles ésotériques et occultes, surtout en Allemagne. On présentait le vril comme une énergie mystérieuse, une force vitale capable d'être exploitée pour transformer la technologie ou élever l'esprit humain. Ce concept devint célèbre grâce au roman d'Edward Bulwer-Lytton intitulé Vril The Power of the Coming Race, publié en 1871. Avec le temps, certains occultistes allemands se mirent à croire que ce n'était pas de la fiction. Ils imaginèrent que le vril existait réellement et qu'un usage secret de cette énergie pouvait changer le destin du monde. Agartha, parfois appelée Agarthi, est une autre idée fascinante de cette époque. On la décrit comme un royaume souterrain caché dans les profondeurs de la Terre. Selon certaines légendes issues du bouddhisme et de l'hindouisme, il s'agirait d'un lieu où vivent des êtres très avancés, possédant une sagesse inconnue des humains de la surface. Durant le XIe et le XX siècle, des explorateurs, des écrivains et même quelques scientifiques marginaux popularisèrent cette vision en Europe. Certains affirmaient qu'Agartha était un lieu réel, peut-être accessible par des tunnels gigantesques au cœur de l'Himalaya. D'autres préféraient penser qu'il s'agissait d'un symbole représentant la profondeur intérieure de l'âme humaine. Lorsque le nazisme commença à se construire en Allemagne, plusieurs idéologues cherchèrent à mélanger politique, mythologie et sciences occultes. Ils se tournèrent vers toutes sortes de théories, et le vril comme Agartha devinrent pour eux des sources d'inspiration. Ils n'avaient aucune preuve, mais ils voulaient croire que ces idées pouvaient servir leur projet. Certains membres prétendant faire partie d'une organisation appelée Société du Vril tentaient d'imaginer des machines capables de capter cette énergie invisible. On racontait que des ingénieurs et des mystiques collaboraient en secret afin de créer des technologies impossibles à comprendre pour le commun des mortels. Ces récits donnèrent naissance à des rumeurs de soucoupes volantes allemandes et d'armes futuristes alimentées par une énergie inconnue. D'autres nazis se mirent à croire que la Terre était creuse et que des civilisations anciennes vivaient à l'intérieur. Ils rêvaient de découvrir Agartha et d'y trouver des peuples supposément supérieurs, détenteurs de secrets militaires et spirituels. Dans certaines réunions occultes, on fantasmait sur des tunnels cachés, des cartes mystérieuses et des expéditions pensées pour atteindre ce monde souterrain. Tout cela n'était qu'un mélange de superstition, de fiction et de propagande, mais ces croyances furent utiles à l'idéologie nazie. Elles servaient à créer un récit mystique qui donnait l'illusion d'une grandeur oubliée et d'origines extraordinaires. Les dirigeants pouvaient ainsi prétendre que leur pouvoir venait d'un héritage mythique, alors qu'il ne reposait en réalité que sur la violence et la manipulation. Le 2 octobre 2016, une personne affirmant avoir visité une ville souterraine réservée à l'élite a fait une déclaration très précise. Elle disait que dans 3 ans et 3 mois, un événement se produira qui changera notre manière de vivre. Si l'on compte cette durée à partir du 2 octobre 2016, on arrive en janvier 2020, le mois où les médias du monde entier ont commencé à diffuser le récit du coronavirus. Lorsqu'on lui demandait si cet événement allait bouleverser le monde en quelques heures ou quelques minutes, la réponse était nuancée. Pas exactement. Selon lui, autour de 2020, il se produirait un événement qui changerait nos modes de vie, mais ce ne serait pas encore celui qui transformerait la planète en un instant. D'après ses propos, l'événement foudroyant arriverait plus tard, à un moment encore indéterminé. Il ajoutait que, jusqu'à ce que survienne un phénomène d'une ampleur cosmologique,
tout ce qui se produisait à grande échelle, même si cela coûtait des vies humaines, avait été planifié. Chaque crise, chaque guerre, chaque effondrement économique, tout cela serait calculé, orchestré par des gens qui ne laissent rien au hasard. Quelqu'un lui a demandé quel pays serait le plus durement touché par l'événement de 2020. Il répondit que ce seraient les États-Unis. Il affirmait que l'effet s'étendait déjà à certaines parties de l'Europe. Il donnait une image simple. La majorité du monde a toujours vécu à moitié vide, avec des ressources limitées et des difficultés permanentes. Les États-Unis, eux, vivaient à moitié plein, avec du confort et des privilèges. Selon lui, l'Amérique découvrirait ce que cela faisait de ne plus être à moitié vide, mais complètement vide. On lui demanda quel type de catastrophe pourrait arriver en 4 ans. Une guerre mondiale, une pandémie, une attaque nucléaire. Il répondit que ce serait même moins de 4 ans, exactement 3 ans et 3 mois, mais que la nature exacte de l'événement n'était pas totalement certaine. Selon lui, cela dépendait de plusieurs facteurs. Une maladie, un conflit armé, une destruction massive. Tout était possible, mais rien n'était fixé. La publication était si surprenante et inquiétante que beaucoup de lecteurs ne savaient pas s'il fallait en rire ou en avoir peur. L'auteur de ces révélations avait annoncé qu'il supprimerait tout au bout de quelques jours, comme si l'information ne devait pas rester trop longtemps visible. Quelqu'un a donc pris soin de tout archiver avant que le message disparaisse, pour que ces paroles restent disponibles, au moins pour ceux qui continuent à chercher des réponses dans l'ombre. Je suis allé à Mammoth Cave, dans le Kentucky, peu de temps après avoir fait des recherches approfondies sur la théorie de la Terre creuse. J'ai participé à plusieurs des visites qu'il propose. La grotte est si vaste que chaque visite couvre une section différente et dure plusieurs heures de marche, littéralement de la randonnée souterraine. Le guide que nous avions était un descendant d'un esclave appartenant à la famille qui possédait les terres où Mammoth Cave a été découverte il y a des centaines d'années. Son arrière-arrière-arrière-grand-père aurait d'ailleurs exploré une grande partie du réseau de cavernes. Ils te disent clairement que la grotte n'a pas de fin connue et qu'ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres sans jamais atteindre le bout. L'une des visites que j'ai faites t'emmène le plus profondément sous terre. Elle commence par un ascenseur vertical, semblable à celui d'une mine, qui descend si loin que tu commences à ressentir une certaine nervosité. En écoutant le guide raconter ses histoires une fois arrivé en bas, j'ai remarqué que le son ne se propageait pas de la même façon, comme si l'air étouffait les bruits. C'était étrange, et pendant tout le temps passé là-dessous, tu ressens une légère envie de remonter à la surface. Ce qui m'intéressait le plus, c'étaient les récits selon lesquels on aurait découvert des squelettes de géants dans la grotte. Pas simplement des gens très grands, mais des individus mesurant jusqu'à 4,30 mètres, souvent décrits avec des cheveux roux et trouvés près de supposées entrées vers la terre creuse. Au cours de la visite principale, nous sommes arrivés à un endroit appelé, je crois, le tombeau des géants. C'est littéralement un gigantesque sarcophage de pierre, avec une immense dalle rectangulaire posée dessus, qu'on pourrait imaginer soulevée avec une grue, comme dans un film d'Indiana Jones. À un moment où nous pouvions nous déplacer librement, je suis allé voir le guide et je lui ai demandé s'il y avait eu des découvertes liées aux géants à l'intérieur de Mammoth Cave. Je te jure qu'il m'a regardé très sérieusement et m'a demandé où j'avais entendu ça. J'ai répondu que je l'avais lu quelque part. Il m'a alors dit, « Eh bien, on dit qu'il y a beaucoup de choses ici-dessous », et à peine avait-il fini sa phrase qu'il reprenait aussitôt son ton de guide, « Bon, on avance, les amis, en s'éloignant de moi. » Ma copine et moi nous sommes regardés, car nous savions tous les deux qu'il savait quelque chose. La Terre plate est selon certains une opération psychologique, une diversion destinée à détourner l'attention d'une théorie jugée bien plus dérangeante, la Terre creuse. Beaucoup affirment qu'il existe des indices montrant que certaines images de la Terre publiées par la NASA sont retouchées ou reconstruites, comme si l'on cherchait à cacher quelque chose. Le traité sur l'Antarctique paraît lui aussi suspect à leurs yeux. Pourtant, malgré toutes ces suspicions, il existe très peu de preuves crédibles en faveur de la Terre plate. Au contraire, de nombreux éléments la contredisent. L'un des arguments les plus simples concerne le coucher du Soleil. Si la Terre était plate,
le Soleil ne disparaîtrait jamais derrière l'horizon. Il deviendrait de plus en plus petit jusqu'à être trop éloigné pour être visible, mais il ne se coucherait pas. Les défenseurs de la Terre creuse trouvent cette théorie bien plus solide. Ils affirment qu'il existe des photos officielles, non retouchées, où l'on voit clairement une ouverture au pôle. Selon eux, les partisans de la Terre plate oublient un détail important. Il existerait une zone interdite au nord, tout comme au sud, mais avec une différence. On peut voler directement au-dessus du pôle nord, contrairement à la zone interdite, qui se situerait un peu plus au sud, vers le Groenland. Certains navigateurs disent qu'en approchant de cette zone, la courbure de la Terre paraît soudain très prononcée, au point qu'un navire proche disparaît derrière l'horizon bien plus vite que normalement. Cela a alimenté des rumeurs selon lesquelles certains explorateurs seraient allés au-delà de ce point pour atteindre une Terre située au-delà du pôle Nord, comme si une autre région existait derrière la frontière glacée. Ce genre d'histoire trouve des échos dans d'anciennes légendes. On cite souvent les « enfants verts de Woolpit », deux enfants mystérieux apparus au Moyen Âge qui prétendaient venir d'un monde souterrain. Dans le récit, ils disaient avoir vécu dans un endroit éclairé par une lumière crépusculaire permanente, comme si leur monde se trouvait quelque part à l'intérieur de la Terre. Les passionnés de cette théorie voient dans ces récits un vestige d'une vérité oubliée. Il y aurait même eu une vidéo sur YouTube où un homme annonçait une expédition vers cette zone interdite du Nord. Certains disent que la vidéo a été supprimée. D'autres affirment que certaines images de la NASA auraient disparu aussi, comme si l'on voulait effacer des indices. Cette accumulation de coïncidences alimente l'idée que quelque chose se cache sous la surface, littéralement. Bien sûr, ce sont surtout des théories, des rumeurs, des récits fragmentaires. Mais pour ceux qui y croient, l'humanité vivrait à la surface d'un monde bien plus vaste qu'elle ne le pense, un monde dont nous ne voyons qu'une fine croûte. Ils imaginent des cités cachées, des galeries immenses, peut-être même des peuples inconnus vivant loin de notre regard. Pour eux, la Terre creuse n'est pas seulement une théorie. C'est une porte fermée, dont ils cherchent la clé. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, on raconte que l'humanité serait née en sortant de la Terre. Plusieurs peuples décrivent leurs ancêtres comme ayant émergé de cavernes sacrées ou de mondes souterrains. Les Hopis d'Amérique du Nord parlent d'un passage vers un monde supérieur, et certains groupes aborigènes d'Australie évoquent des tunnels et des routes invisibles parcourues par les anciens. Ces récits donnent l'impression que, dans la mémoire mythique de l'humanité, il existe un lien avec ce qui se trouve sous nos pieds. Un autre élément souvent cité dans ces histoires est le témoignage du colonel Richard Byrd. Il racontait avoir survolé l'Antarctique et avoir découvert une ouverture entre les montagnes, une sorte de passage menant profondément à l'intérieur de la Terre. Beaucoup considèrent cela comme un mythe ou une interprétation exagérée de son expédition, mais d'autres affirment qu'il aurait décrit un territoire caché, plein de végétation et d'animaux inconnus. Ce récit a éveillé l'imagination de milliers de personnes. L'Antarctique ajoute encore plus de mystère. Il existe un traité international qui contrôle strictement l'accès au continent. Personne ne peut s'y rendre librement. Les touristes ne peuvent voir que des zones précises avec autorisation. Des explorateurs indépendants ne peuvent pas entrer comme ils veulent. Cette interdiction nourrit l'idée qu'il y a quelque chose à cacher. Certains disent que les nazis y auraient construit une base souterraine durant la Seconde Guerre mondiale, un refuge presque impossible à atteindre qui pourrait exister encore aujourd'hui. Il n'y a aucune preuve officielle, mais la rumeur circule depuis des décennies. À tout cela s'ajoute une hypothèse étrange concernant les extraterrestres. Au lieu d'imaginer des civilisations venant de galaxies situées à des années-lumière, certains pensent qu'il serait plus logique qu'elles viennent de la Terre elle-même mais depuis des régions inconnues, situées sous la surface. Selon cette idée, les ovnis ne tomberaient pas du ciel, ils sortiraient de l'intérieur de la planète. Ils reviendraient ensuite dans des zones isolées, peut-être près des pôles, là où personne ne peut les suivre. Tout cela crée un immense labyrinthe d'histoires. Chaque piste mène à une autre, sans réponse définitive. Les récits se mélangent, des mythes anciens se connectent à des témoignages modernes, et chacun prétend qu'il existe une porte quelque part. Pour certains, tout n'est qu'imagination. Pour d'autres, ces fragments indiquent l'existence d'un monde caché.
Les anciens bouddhistes du Tibet et de l'Inde connaissaient en détail l'existence des royaumes situés à l'intérieur de la Terre. Leurs textes parlent d'entrées cachées, de civilisations souterraines et de passages secrets réservés à ceux qui maîtrisaient certains arts spirituels. Selon eux, l'ombre et la lumière y cohabitaient, et ces peuples vivaient à l'abri du monde de la surface. Un jour, pendant une séance de projection astrale, j'ai eu un aperçu de l'entrée située au pôle sud. Ce n'était pas une vision vague ou floue. L'endroit était réel, creusé comme un immense port souterrain. Plusieurs vieux sous-marins allemands y étaient amarrés, parfaitement entretenus, comme si leurs équipages s'étaient volatilisés sans laisser la moindre trace. L'atmosphère était lourde et vibrante, presque électrique. À peine avais-je commencé à regarder autour de moi que quelque chose m'a rejeté vers mon corps physique, comme si ma présence dérangeait. D'autres personnes affirment avoir pu aller plus loin à l'intérieur. Elles racontent que l'on y trouve des humains vivant dans des cités lumineuses où circulent des engins semblables à des Honbu. Elles parlent d'une technologie en avance sur tout ce que la surface connaît, d'infrastructures gigantesques et de bibliothèques renfermant l'histoire d'un monde oublié. Selon leurs récits, ces habitants voyagent parfois en secret vers la surface, mais seulement lorsque c'est nécessaire. On dit aussi qu'en continuant à descendre dans ces profondeurs, on finit par atteindre les colonies reptiliennes. Les anciens textes les décrivent comme hostiles, sournoises, et capables d'influencer l'esprit de ceux qui s'aventurent trop près. Les rares témoignages évoquent des tunnels interminables, des échos qui n'appartiennent à aucun humain, et une impression constante d'être observé. S'aventurer jusque-là serait extrêmement dangereux et presque personne ne s'en vante ouvertement. Cette histoire continue de circuler entre mystiques, chercheurs et curieux. Certains pensent que tout cela n'est qu'un mythe, tandis que d'autres jurent que ces royaumes cachés existent réellement, protégés par le silence et la peur. Ces derniers temps, je me sens attiré par le concept d'Agartha et de la Terre creuse. Pendant plus de 30 ans, cela ne m'avait jamais intéressé. Pourtant, depuis quelque temps, je deviens incapable de me détacher des récits, des mystères, des témoignages et du moindre fragment d'histoire lié à cette civilisation souterraine supposée. En voyageant et en faisant des recherches, je suis tombé sur quelque chose d'encore plus étonnant. Une langue. On l'appelle Watan ou vatanien. Selon l'histoire qui circule, cette langue aurait été enseignée à un homme nommé Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre par deux érudits. L'un d'eux se présentait comme le prince Ardji Sharip et affirmait appartenir à la grande école agarthienne. Ardji aurait été capable d'écrire le vatanien avec une aisance incroyable. Il décrivait des palais, des colonnes et des temples souterrains couverts de cette écriture. Selon lui, cette langue était la racine de toutes les autres. On disait qu'elle remontait à 51 000 avant notre ère, à l'époque mythique de la confusion des langues. Elle était composée de 22 signes, censés être les premiers symboles de l'humanité. Voici, dit-on, un extrait du script vatanien tel que Ardji l'aurait écrit lors de ses leçons avec Saint-Yves. Ardji ignorait que son élève réunissait toutes ces informations dans un livre. Saint-Yves le publia presque en secret sous le titre Mission de l'Inde en Europe, Mission de l'Europe en Asie. Lorsque la diffusion approchait, des centaines d'exemplaires déjà imprimés, il changea soudain d'avis. Il fit brûler l'édition entière, à l'exception de quelques rares exemplaires. Toute cette histoire aurait disparu si son exemplaire personnel n'avait pas été conservé par sa famille. Plus tard, Saint-Yves publia un autre ouvrage, l'Archéomètre. J'ai réussi à en obtenir une copie en français et je me suis plongé dans sa traduction. Ce livre reprend une grande partie du contenu original et va encore plus loin. On y trouve des figures du système vatanien avec des correspondances musicales, mathématiques et architecturales. Saint-Yves disait avoir découvert une théorie unificatrice réunissant la forme des temples, les lois de l'harmonie, l'astronomie et la structure du langage. Certaines pages ressemblent à des clés, comme si elles étaient destinées à ouvrir des passages ou à activer des mécanismes oubliés. Je possède également une version PDF de Mission de l'Inde en Europe, mais je n'ai pas encore commencé à la traduire. En fouillant davantage, je suis tombé sur un détail fascinant. Un passage décrit la façon dont les initiés d'Agartha voyageraient avec leur âme pendant que leur corps dort. Un autre note des exercices d'inspiration yogique pour séparer la conscience du corps.
Et il existe même cette anecdote, rapportée par le chercheur Alfred Erny, le 16 août 1896. Il raconte que Saint-Yves avait discuté avec Pacu et Stanislas de Guetta, deux figures majeures du mysticisme français. Il voulait connaître la méthode pour sortir du corps et y revenir. Saint-Yves refusa. Il leur dit que donner cette connaissance serait comme mettre une arme chargée dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. Ces informations auraient pu tomber dans l'oubli, mais quelque chose les a ravivées. En 1922, un homme du nom de Ferdinand Ossendowski publia un livre racontant sa fuite à travers l'Asie centrale après la Révolution russe. En Mongolie, il entendit parler d'un immense royaume souterrain de 800 millions d'habitants, appelé Agarthy. On lui parla d'un roi du monde, entouré des autorités spirituelles Brahitma, Maitma et Mahinga. On lui parla d'une langue sacrée, le Vatanan, et des sanctuaires construits sous la terre. Les récits semblaient étrangement similaires à ceux de Saint-Yves, alors que ces deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés. Le livre se terminait sur une prophétie. D'après ces informateurs, les habitants d'Agarthy apparaîtraient à la surface de la Terre en 2029. Le roi du monde aurait annoncé cela en 1890 au Lama. Il aurait prédit 50 années de souffrance, 71 années de prospérité sous 3 grands royaumes, puis une guerre de 18 ans avant la révélation finale. Certains trouvent cette date troublante. Surtout aujourd'hui, avec les divulgations gouvernementales sur les phénomènes aériens non identifiés et les discussions autour de l'horizon 2030. La prophétie semble sortie d'un conte, mais elle circule encore. Elle donne l'impression que ces récits se répondent d'un siècle à l'autre. Si on accepte l'hypothèse, même uniquement pour l'imaginer, alors les 18 années précédant 2029 mènent à 2011. Cette année-là commença la guerre civile en Syrie et elle dure toujours. Les 71 années de prospérité commenceraient alors en 1940, ce qui paraît étrange, car la Seconde Guerre mondiale faisait encore rage. Pourtant, l'idée des 3 grands royaumes peut évoquer les États-Unis, la Russie et la Chine. Pour un livre écrit en 1922, ces correspondances donnent à réfléchir, même si elles peuvent n'être que coïncidences. Je n'ai pas encore trouvé un exemplaire physique du livre d'Ossendowski, mais je compte bien l'obtenir. Tout cela me donne l'impression d'ouvrir une porte derrière laquelle il y a 1000 autres portes. Peut-être que l'une d'elles mène à un simple mythe, ou peut-être qu'elle mène à une découverte. J'aime imaginer que certaines des lumières que nous voyons dans le ciel viennent de cette civilisation cachée sous la terre. Une civilisation qui se serait réfugiée après une catastrophe ancienne. Qui sait? Peut-être qu'en 2029, nous aurons une réponse. On raconte que des cartes et des documents secrets nazis auraient confirmé l'existence d'Agartha, la civilisation souterraine située au cœur de la planète. Ces archives sont souvent présentées comme top secrets, découvertes dans des bases abandonnées ou dans des dépôts militaires après la guerre. Selon la légende, certaines de ces cartes ne représentaient pas la surface de la Terre mais ses galeries internes. Elles décrivaient des tunnels qui partaient de l'Antarctique, traversaient l'océan puis débouchaient dans des régions inconnues. Dans ces histoires, les ingénieurs du Reich auraient étudié d'anciennes traditions tibétaines et indiennes. Sous couvert d'expéditions scientifiques, des équipes auraient été envoyées dans l'Himalaya pour collecter des manuscrits ésotériques et interroger des moines qui parlaient d'un royaume caché. Les témoins affirment que, dans certains laboratoires, on étudiait la possibilité d'atteindre ces mondes souterrains, comme si le régime cherchait un refuge, une alliance ou même une source de technologie avancée. Les récits les plus audacieux disent qu'après la fin de la guerre, plusieurs sous-marins auraient disparu en direction du sud, emportant avec eux ces cartes et des documents précieux. Selon ces versions, ils ne visaient pas un simple point sur un glacier mais une entrée dissimulée dans les glaces antarctiques. Ce serait là que les nazis espéraient rejoindre Agartha ou au moins vérifier si les histoires étaient vraies. Bien sûr, personne ne présente de preuves incontestables. Ce ne sont que des témoignages, des rumeurs et des fragments de récits mêlés aux mythes. Pourtant, l'idée persiste, portée par ceux qui croient qu'une civilisation ancienne vit sous nos pieds et que certains auraient tenté d'y accéder. Pour eux, ces cartes secrètes ne sont pas des inventions mais des indices d'un monde invisible, un puzzle dont toutes les pièces ne sont pas encore révélées. Qu'on y croit ou non, ces histoires continuent de nourrir l'imaginaire.
Elle rappelle que la Terre garde encore des mystères et que chaque mythe trouve toujours quelqu'un pour chercher ce qui se cache derrière. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un mystère persiste dans les archives navales. Plus d'une centaine de sous-marins allemands ont disparu sans trace. Certains furent retrouvés des décennies plus tard, coulés, rouillés, suicidés dans l'Atlantique. Mais d'autres se sont évaporés. Comme si la mer avait ouvert une porte et les avait avalés. Ce vide historique nourrit toutes sortes d'hypothèses. Parmi elles, celle d'un voyage vers l'inconnu, non pas vers la surface, mais vers l'intérieur. Les Allemands de l'époque s'intéressaient obsessionnellement aux mythes anciens, Shambhala, Thulé, l'Agartha souterraine, un royaume caché dont les civilisations antiques auraient gardé la mémoire sous forme de symboles, de légendes et de temples. Ossofer, l'occultiste géopolitique du Reich, et Rudolf Hess étaient convaincus que la Terre n'était pas ce qu'on croyait. Une coque, un manteau, et à l'intérieur, un autre monde éclairé par une énergie naturelle, habité par un peuple oublié. C'est dans ce contexte qu'apparaît une lettre attribuée à un membre de l'équipage du sous-marin U-209, Karl Inger. Pas un officier, pas un stratège. Un marin simple, qui n'aurait eu aucune raison de mentir ou de fabriquer une histoire. Sa lettre n'a pas le ton d'un rapport militaire. C'est une confession, presque une prière envoyée depuis un lieu qu'on n'est pas censé atteindre. Il écrit que le U-209, commandé par Heinrich Broda, a réussi. Le sous-marin a franchi une ouverture menant au cœur de la Terre et il affirme que celle-ci est creuse. Que les théories de Ossofer et Hess étaient exactes. Et surtout, qu'ils ne reviendront pas. La lettre dit « Nous ne sommes pas prisonniers. La Terre est creuse. Nous allons bien mais nous ne reviendrons pas. » On peut imaginer ce qui s'est passé. U-209 naviguant en profondeur, plus bas que ce que les ingénieurs jugeaient possible. Des instruments qui s'affolent. Des parois rocheuses qui s'ouvrent sur des cavernes colossales où l'eau devient tiède, presque douce. Puis un courant invisible qui entraîne le sous-marin vers une mer intérieure, guidé non pas par hasard mais par une forme d'intelligence ancienne. Les hommes auraient vu la coque émerger sous un ciel intérieur, éclairé par une lumière sans soleil, comme si la pierre du plafond brillait d'un feu doux. Des îles couvertes de jungle. Des montagnes renversées, suspendues comme des dents géantes au-dessus de l'océan intérieur. Et peut-être, sur les rives, une civilisation bien plus avancée et pacifique que la surface ne l'a jamais été. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.